Corps à corps. Corps à corps. Alors, Thierry Breton, vous savez, l'ancien commissaire européen, juge aujourd'hui que l'heure du réalisme et de la fin de la naïveté a sonné pour l'Union européenne. Waouh, on est super content. On va enfin pouvoir arrêter de se faire espionner de partout et notamment des Américains. Il appelle les 27 à se donner les moyens d'une véritable puissance continentale face aux géants du numérique et évidemment tout particulièrement face à Elon Musk, le patron de X, qu'il compte faire céder à ses interdictions. Interdictions de quoi ? Finalement, quand on le comprend, de liberté d'expression. Cette liberté qu'il accuse d'ingérence étrangère. Je rappelle la menace de Thierry Breton sur BFM. Écoutez-le. Et je suis certain que précisément, on va prendre toutes les mesures pour s'assurer qu'il respecte la loi. S'il ne la respecte pas, il y a des amendes. Et si jamais il continue à pas respecter, il y a également dans la loi la possibilité d'interdiction. Donc on est maintenant équipé. Il faut faire appliquer cette loi pour protéger nos démocraties en Europe. Quand vous dites interdiction, est-ce que ça veut dire qu'il faut entendre que potentiellement il faut aller jusqu'à l'interdiction du réseau X, Twitter? Mais c'est pas il faut. Il y a des lois. Une loi est là. C'est pas la loi de Thierry Breton. En tout cas, pourquoi pas? Si ça doit aller jusque-là, ça doit aller jusque-là. Non, mais attendez. C'est ce que vous dites. La loi est là. C'est pas la loi de Thierry Breton, même si c'est avec mes équipes qu'on l'a écrite. Elle a été ensuite amendée, votée par notre démocratie européenne. C'est la loi des parlementaires. Notre démocratie européenne, on pourra peut-être revenir sur ce thème. D'ailleurs, l'Europe a l'obligation d'enquêter sur les pratiques de Musk, a-t-il rappelé un peu plus loin Thierry Breton. Il faut enquêter parce que Musk, c'est l'ingérence étrangère et visiblement, il y a même des orientations politiques. Ouh là là, attention, parce que Thierry Breton, lui, aucune orientation. L'ancien commissaire européen va, lui, intégrer le Conseil consultatif international de Bank of America. Non, alors, d'ailleurs, Guy de Lafortelle va me corriger tout de suite, c'est pas international, c'est mondial de Bank of America, mais ici en France on dit international, on va voir pourquoi c'est important. À peine 5 mois après sa démission de son poste à Bruxelles, il a confirmé, c'est la Commission européenne qui a confirmé dans un avis de comité d'éthique qui a été publié le 15 janvier, d'ailleurs avis est resté assez inaperçu jusqu'à maintenant, que c'était possible pour Thierry Breton de rejoindre ce conseil consultatif mondial de Bank of America. Donc pas de délai de transition. Vous savez, en général, on essaye au moins de faire semblant de ne pas pantoufler. Voilà, non, pas de période de refroidissement, comme on dit, pour éviter le pantouflage. Thierry Breton va pouvoir pantoufler direct. Mais Thierry Breton lui-même nous rassure, il rassure Le Monde, pour lequel il a répondu. Il a dit ceci: dans mon cas, ce n'est pas une fonction exécutive, c'est purement consultatif. Je dois participer à 2 réunions par an où je retrouverai d'autres anciens dirigeants, souvent des ministres des Finances ou des responsables de banques centrales, pour évoquer nos perspectives sur l'économie et la géopolitique. Et il précise évidemment que c'est non rémunéré, mais simplement défrayé. Donc comprenez, circuler, il n'y a rien à voir, pas de pantouflage, pas d'éventuelle ingérence dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pas tout à fait comme ça que l'ont entendu et Virginie Joron et Guy de Lafortelle. C'est pourquoi je suis très heureuse de les recevoir tous les deux. Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, vous travaillez sur ce sujet et notamment sur la question et la place que prend Thierry Breton au sein de cette Europe et le rôle qu'il prend aujourd'hui dans sa lutte contre Elon Musk. Je rappelle que vous êtes député RN, heureux député RN du groupe Patriote Europe au Parlement européen, membre de la commission marché intérieur, de la commission du contrôle budgétaire et de la délégation pour les relations avec le Japon au Parlement européen également. Et Virginie Joron, vous avez posé une question à Thierry Breton. C'était en 2023, mais je vous propose qu'on l'écoute. Mais qu'est-ce qui vous dérange chez Musk ? La liberté de penser, la liberté d'expression, ses révélations sur le fils Biden, ses révélations sur le contrôle des informations durant la crise Covid ? Personne n'est dupe ici et ce mélange des genres est en train de se voir, même du côté de Berlaymont. Selon une source bien placée à Bruxelles, je cite, « Breton est un politicien désireux de rester dans le cycle de la presse le plus longtemps possible à l'approche des élections. » Monsieur Timmermans, votre collègue hollandais, lui, il a eu le courage de démissionner pour faire campagne. 29 organisations de la société civile ont aussi réagi face à cette mauvaise lecture du DSA dans une lettre du 17 octobre et vous rappellent de respecter les procédures prévues par la loi. En fait, ce que nous voyons ici, par votre action, ce n'est pas la lutte contre la désinformation en période de conflit, mais la diffusion de votre tract politique. Ici, beaucoup ont parlé de vérité, donc je vais citer Platon. Personne n'est détesté, plus détesté que celui qui dit la vérité. Je vous remercie. On va revenir évidemment sur cette interpellation Virginie Joron et puis surtout tout ce qu'il y a derrière Thierry Breton. Mais avant, j'accueille Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle.
Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chroniqueur, financier, cofondateur de Toxin et fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume. Et c'est bien dans L'investisseur sans costume que vous avez produit une chronique ou une vidéo qui enquête un peu sur cette personne de Thierry Breton et surtout sur cette dernière annonce. Donc ce Thierry Breton qui rejoint le conseil consultatif de Bank of America et vous expliquer pourquoi c'est pas si anecdotique que ça. On va y revenir évidemment, mais d'abord, parole à Virginie Juron. Virginie Juron, quel jeu joue Thierry Breton depuis le début, de toute façon, et pourquoi vous, si tôt parce que là, c'était une vidéo du 19 octobre 2023. Ouais. Vous étiez entré en guerre, entre guillemets, contre Thierry Breton. Ben oui, parce qu'en fait, on voit la dérive de Thierry Breton, de tout porter à lui. On pensait d'ailleurs ne plus le revoir, puisqu'il a démissionné forcé par Madame von der Leyen, et puis on le revoit revenir sur tous les plateaux. Oui. Et la grande nouvelle, alors, on le revoit revenir sur les plateaux, pourquoi ? Pour continuer à attaquer Musk, alors qu'il n'a plus du tout de pouvoir et de compétences. Et oui, ça c'est étonnant déjà. Oui, déjà, c'est la première interrogation. Et puis, on apprend en plus début janvier qu'il intègre ce comité consultatif de la Bank of America. Donc, ça pose question, effectivement, parce que normalement, il y a des règles à respecter, même pour les anciens commissaires. Donc, vous l'avez rappelé, un délai de viduité ou de 2 ans, normalement. Et puis, surtout, un comité d'éthique qui valide ou pas le fait que des commissaires se recyclent. Un recyclage tendancieux, pour le coup, pour Thierry Breton, parce que la Bank of America, ce n'est pas si neutre que ça, avec notamment des accointances avec Athos. Et puis, quand on regarde le dossier de plus près, il y a des questions qui se posent. Il dit qu'il viendra 3 jours non rémunérés, qu'il n'est pas salarié, Oui. qu'il n'aura aucune activité. Mais ça pose le problème tout à fait sur le lobbying après un poste aussi conséquent. Et vous l'avez rappelé, c'est la notion de pantouflage. L'ancienne médiatrice a rappelé et a fait beaucoup d'enquêtes autour de ces problématiques, puisque ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. On a vu Barroso, on a vu Viviane Reding, et là, récemment, un ancien haut fonctionnaire morche qui a travaillé au bureau antitrust et qui se recycle dans un cabinet d'avocats. Donc ça pose des questions. C'est toujours des dossiers qui sont sur la table de la médiatrice, la nouvelle médiatrice européenne. Et vous avez la Commission en parallèle qui déclare qu'elle ne veut pas de transparence par rapport à ces dossiers. Et donc ça pose question parce que vous avez 2 dossiers en ce moment. On vous fait tous les jours une tête comme une pastèque sur les ingérences étrangères. Et oui. On attaque Musk. Par contre, Soros, vous allez en parler tout à l'heure, mais là, pas de problème avec cette ingérence étrangère. Et puis là, vous avez effectivement cette annonce qui passe comme une lettre à la poste. La commission le valide, ne dit rien. Alors, est-ce que c'est une tractation en interne ? Est-ce que je te donne ça, je te reprends ça ? Parce que ça marche beaucoup comme ça, avec des transactions en off. Et donc, on apprend, quand on reprend le dossier, moi je vais poser des questions écrites et mes collègues aussi, que la Bank of America a été condamnée par la Commission en 2021 parce qu'elle s'était entendue sur des obligations d'État et elle a évité l'amende avec des négociations. Donc, il y a quand même des problématiques autour de ce dossier qu'il va falloir que nous, députés européens, on creuse. Donc, moi, je vais poser une question écrite, notamment parce qu'on dit 3 jours non rémunérés, mais on apprend aussi que John Kerry avait touché 5 millions de dollars pour sa participation à ces 2-3 réunions par an. C'est ça qu'il appelle non rémunéré. Ça, c'est le défraiement, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, on va quand même poser ces questions à la Commission, mes collègues aussi. Moi, j'aurais bien été non rémunéré comme ça, tiens. Moi aussi. Et pour l'anecdote aussi, cette semaine, avec mon groupe Les Patriotes, nous avons déposé une résolution, puisqu'il y avait une plénière la semaine dernière, pour mettre ce débat en plénière. Parce que c'est un sujet quand même qui a un impact sur la vie des institutions, qui remet en question aussi la confiance qu'on a en ces institutions, même si on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, on voit que c'est pas terrible et on a de plus en plus de défiance envers ces institutions. Et là, c'est un exemple type. Donc, on voulait déposer ce débat en plénière et ça a été refusé par les socialistes, ça a été refusé par les écologistes et pas du tout de soutien des autres partis, des autres groupes politiques. Donc, il y a une omerta qui se met en place. Parce qu'effectivement, c'est un sujet, ce sont des sujets qui gênent le pantouflage ici, au sein des institutions. Et donc, c'est vrai que c'est très bien de recouper cette histoire d'ingérence étrangère où on voit bien que Thierry Breton, c'est pas neutre de retourner, parce qu'en fait, il retourne dans ce conseil, puisque quand vous regardez son registre de transparence, il a toujours eu des liens très forts avec Bank of America. Donc, c'est une continuité, mais le fait qu'il soit ancien commissaire, ça pose problème par rapport au fait qu'il peut divulguer des informations et normalement il devrait être couvert par le secret professionnel. C'est prévu dans l'article 245 des traités. Donc un dossier que nous, le groupe des Patriotes, on va suivre par des questions et moi je vais saisir aussi la médiatrice européenne puisque on nous a interdit finalement
de mettre ce débat en plénière. Eh bien, merci beaucoup Virginie Jérôme pour cet éclairage et puis surtout vous m'avez fait la transition avec Guy de Lafortelle puisque vous vous rappelez qu'en effet, c'est pas la première fois, il a toujours eu des liens avec Bank of America. Ce que dit Guy de Lafortelle dans cette vidéo. Guy de Lafortelle, je vous écoute. Justement, vous avez travaillé beaucoup sur le CV que tout le monde, on peut le rappeler, de Thierry Breton, où il a travaillé, ses grandes œuvres au sein d'Atos peut-être, mais surtout ce lien qu'il a toujours eu avec Bank of America et le fait qu'il n'y ait rien d'anodin dans le fait qu'il s'y retrouve encore aujourd'hui. Non, ça fait partie d'ailleurs de la défense de Thierry Breton, de dire, comme vous l'avez rappelé, que ce conseil consultatif, effectivement mondial, est non rémunéré, et c'est que 3 jours par an, et il n'est pas un salarié de Bank of America. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il l'a été. Et ça change énormément de choses. Il a été salarié de Bank of America juste avant de rejoindre la Commission européenne. Parce qu'il faut aussi qu'on se rappelle qu'il n'était pas prévu pour la Commission européenne. C'est après la censure je viens d'oublier son nom immédiatement, Sylvie Goulard, pardon. Oui, Sylvie Goulard. Et Sylvie Goulard qui a été censurée, et du coup, on l'a sorti du chapeau. Et lui, à ce moment-là, il était en train de commencer, depuis quelques mois, de recommencer une carrière, parce qu'il a aussi été conseiller à la Rothschild. Donc, après avoir été ministre de l'économie, il est passé chez Rothschild, et là, après être passé... c'est déjà limite, hein. Enfin, plus que limite. Ouais. Oui, alors ça aussi, c'est une tradition française. Mais... Et donc là, il retourne chez Bank America, donc en sachant qu'il a été le président de la principale filiale Bank of America Securities, qu'on connaissait plutôt avant comme Bank America Merrill Lynch, donc la filiale de banque d'affaires de Bank of America à Paris. Il en avait juste avant d'aller à la commission, il était salarié là-bas. Et ça change beaucoup de choses parce que quand vous êtes salarié, là, tout d'un coup, on peut vous faire des plans, on peut vous faire des plans de stock options, on peut vous faire des trucs extrêmement créatifs dans des îles anglo-normandes ou ailleurs, dans des paradis fiscaux. On sait très 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 bien faire ça, où vous avez de l'argent qui peut apparaître, disparaître, comme la banque veut. Je pense qu'on imagine assez mal la créativité qu'on peut avoir dans la rémunération d'un ancien dirigeant. Et donc, franchement, Bank of America a tout ce qu'il faut pour pouvoir, sans même verser 5 millions d'euros comme ça, sans que ça se voit à John Kerry, pour pouvoir rémunérer dans un paradis fiscal. Je ne dis pas qu'elle le fait, je dis juste que c'est possible. Et du Comme coup, c'est possible pour Emmanuel Macron, d'ailleurs, avec Rothschild à l'époque. Oui, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Il y a 1,5 million, si mon souvenir est bon, de commissions que Emmanuel Macron avait gagnées sur le deal entre Nestlé et Pfizer, qui ont disparu de la déclaration d'Emmanuel Macron. Alors, il les a probablement dépensés très très fort en jolies montres et en je ne sais pas quoi. Non, c'est pour les robinets de sa maison dans le Touquet. Mais sinon, ils sont très probablement planqués quelque part. Généralement, je vous dis, c'est à Jersey, mais bon, pourquoi pas ailleurs. Et donc, il a ça. Et surtout, c'est pas tout. Donc, il était déjà à ce conseil de Bank of America avant. Bank of America a été un actionnaire de référence d'Atos pendant très longtemps. À ce titre-là, Thierry Breton a fait des cadeaux, y compris, pas que, mais à Bank of America, en étant chez Atos. Il fait essentiellement 2 choses qui vont, ou même 3 choses qui vont intéresser Bank of America. C'est-à-dire qu'il va extrêmement bien soigner ses actionnaires chez Atos. Je vous rappelle que le cours de l'action maintenant est à près de 0, mais avant cela, il a distribué des actions Worldline à ses actionnaires à un moment où il était surendetté, il aurait mieux fait de les prendre pour se désendetter. Il a gavé ses actionnaires pendant des années et des années. Il a aussi fait une énorme politique d'acquisition pour Atos. Il a fait grossir Atos au pas de course aux États-Unis. Et y compris donc en rachetant une société qui s'appelle Syntel, qui est une acquisition absolument ratée qu'il a vraiment payé au prix fort. Il a payé une fortune Syntel, en sachant que Bank of America généralement a des intérêts dans tous les côtés. Ils ont des intérêts chez Atos, ils ont des intérêts chez Syntel, qu'ils avaient aidé à lever de la dette peu de temps avant. Et à chaque fois, Bank of America, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes une de ces immenses institutions, vous allez prendre de l'argent en tant qu'actionnaire en étant très bien positionné. Et puis comme vous êtes aussi à l'intérieur des deals, vous allez être teneur de compte ou vous allez être arrangeur, ce que fait très régulièrement Bank of America sur les deals d'Atos. Vous les voyez soit avec Rothschild d'ailleurs, soit comme teneur de compte, soit comme arrangeur. C'est-à-dire les banques qui accompagnent la société. Évidemment, vous avez des informations confidentielles. Vous prenez des commissions
incroyables. Et vous pouvez aussi, quand vous avez des intérêts de chaque côté, eh bien, servir d'autres intérêts que vous avez côté américain ou côté allemand, parce que Thierry Breton a aussi fait beaucoup d'affaires avec Siemens à un moment. Mhm. Et donc, vous avez une soupe dans laquelle vous avez des intérêts extrêmement forts, dans laquelle Bank of America n'est jamais loin. Et je voudrais aussi rappeler que Bank of America fait partie de la petite équipe. En fait, c'est une petite équipe qui revient tout le temps. Bank of America, c'est eux qui conseillent Alstom dans la fameuse affaire Alstom. Ah oui, super. Ok, bah, c'est eux qui, oui, et c'est à partir de l'affaire Alstom, des commissions, et à chaque fois, quand je dis qu'il y a beaucoup de commissions, on parle de centaines de millions Mhm. d'euros de commissions. Là, pour Atos, on parle de centaines de millions d'euros de commissions, rien que pour les problèmes. Là, en un an, il y a eu, il me semble, 180 millions de commissions. En un an! Donc, vous avez des centaines et des centaines de millions d'euros de commissions qui sont versées aux banques, aux cabinets d'avocats, à tous les gens qui vont régler ces grands problèmes capitalistiques. Donc, c'est des sommes absolument considérable. Et donc, c'est à partir de ces sommes qu'on a financé la première campagne de 2017 d'Emmanuel Macron. Et donc, Bank of America faisait partie du coup de cette équipe-là. Vous avez Luc Rémont, qui était le patron de Bank of America à cette époque-là, qui ensuite peut aller devenir patron d'EDF. Ouais. C'est les mêmes personnes qui aujourd'hui sont en train, parce que vous avez Emmanuel Macron qui est lié à Thierry Breton, puisque Thierry Breton, chez Atos, quand il fait son deal avec Siemens, il utilise la Rothschild et il utilise Emmanuel Macron, qui est un jeune banquier de la Rothschild à ce moment-là. Vous avez des liens. C'est-à-dire que c'est toujours la même clique finalement qui s'occupe des pires ventes. Vous avez parlé d'Alstom, les pires ventes de la France à la découpe. C'est ça, c'est exactement ça. Et au final, c'est pas beaucoup de monde et c'est surtout toujours les mêmes qui reviennent. Et Thierry Breton a fait des catastrophes industrielles de partout où il a été. Et on pourrait se dire, comment est-ce que quelqu'un d'aussi incompétent Oui, continue mais en fait, il a été très compétent aussi longtemps? pour ceux qui servaient. Exactement. Et là, juste une dernière question avant de redonner la parole à Virginie Geron, Guy Lafortelle. Vous pensez qu'est-ce qui se prépare? C'est quoi le gros deal qui se prépare en fait derrière cet emploi je vais pas dire fictif, de Thierry Breton parce qu'il y a forcément quelque chose en vue. C'est très spéculatif, mais on est un peu obligé de faire de la spéculation dans ces moments-là. Moi, c'est une intuition personnelle, c'est-à-dire que le très gros deal des prochaines années en Europe, c'est la scission des actions de L'Oréal par Nestlé. Vous avez un grand pacte entre L'Oréal et Nestlé qui date de la fin des années 70, une époque où L'Oréal avait très très peur d'Elf, qui était en train de... Elf, la cosmétique, le pétrole, tout ça, c'est de la chimie, c'est pas très loin, même si ça a l'air bizarre comme ça. Donc Elf était en train de se lancer dans la chimie de grande consommation, y compris la cosmétique et donc, ils avaient très peur de ça. Il y avait Mitterrand, dont on sentait qu'il allait arriver au pouvoir et qui menaçait de nationaliser toutes les entreprises qui l'embêtaient. Et donc, ils font ce grand pacte avec Nestlé pour, en gros, protéger leur capitalisation et pas se faire nationaliser ou pas se faire racheter par Elf ou une des filiales d'Elf. Euh, Ce qui est le comble et ce qui est assez drôle, c'est que Elf, qui voulait racheter L'Oréal, c'est finalement L'Oréal qui rachètera la filiale d'Elf, Sanofi, bien des années après. Donc vous avez ce grand pacte d'actionnaires qui est historique. Et depuis quelques années, on aimerait bien que surtout les investisseurs américains vraiment tapent très fort pour que Nestlé lâche cette participation. Cette participation aujourd'hui, elle est encore de 20%, elle était de 50% au départ. Donc, Nestlé détient 20% de L'Oréal et on veut absolument, les Américains, en sachant que les premiers actionnaires, les actionnaires de référence de Nestlé sont BlackRock, Vanguard, toujours les mêmes State Street, et vous avez des petits fonds activistes qui sont plus ou moins mandatés par eux pour aller taper dans le tas. Donc on veut faire vendre, les Américains veulent faire vendre ces 40 milliards, c'est une opération à 40 ou 50 milliards, c'est-à-dire que c'est 10 fois plus gros qu'Alstom, c'est énorme. Et ça implique Nestlé. Nestlé, bah, c'est qui? C'est encore une fois, c'est les gens à qui Thierry Breton a vendu la filiale nutrition de Pfizer. Donc le fameux 1,5 million, je sais de mémoire, je ne sais plus combien c'est, mais la somme que Thierry Breton a touchée, c'est sur le deal entre Pfizer et Nestlé. Macron a été proche de Peter Breivik, le PDG de Nestlé à ce moment-là. Donc vous êtes, et encore une fois... Donc on est en train de dépecer Nestlé, quoi. Oui, on a financé la campagne de Macron là-dessus. On peut se dire, tiens, il y a une campagne présidentielle qui va arriver dans pas si longtemps. On pourrait vouloir financer cette campagne
à partir d'un autre méga deal. Et là, pareil, vous auriez des centaines de millions. Et ce qui me fait dire que le deal pourrait arriver plus vite qu'on ne pense, c'est la vente de Doliprane Sanofi, parce que donc L'Oréal est aussi un gros actionnaire de Sanofi. Euh, et L'Oréal a récupéré un très gros chèque de la vente de Doliprane, qui n'a pas tellement de raison d'être vendu par Sanofi. C'était une branche, donc une branche qui était pas moins rentable que le reste de Sanofi. Ils sont dans le cœur de métier, ils n'avaient aucune raison de vendre. À part si l'actionnaire a besoin de grosses liquidités en vue d'une opération et c'est une manière de tester le marché. De Donc c'est financement. très spéculatif, hein, je ne Ouais. dis pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a ce gros deal qui arrive, on sait qu'il y a de la grosse politique qui arrive, on sait que pour tout ça, il y a besoin d'énormément d'argent, et on sait que Thierry Breton est un entremetteur de ces affaires-là, c'est un professionnel de ces collusions. Ok, c'est très intéressant. Virginie Geron, vous avez entendu tout ça. Évidemment, on sait que c'est spéculatif. Mais si je reviens déjà au moins sur le moyen de défense de Thierry Breton, de dire non, mais ce n'est que consultatif, circulaire, rien à voir, il n'y a pas de pantouflage, rien. Et puis aussi, on a pu entendre beaucoup d'analyses de plateau se rassurer en France, se dire non, mais là, il n'y a pas d'ingérence étrangère, puisque ce serait plutôt de l'ingérence européenne dans une entreprise américaine. Donc, pareil, circulaire, rien à voir. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça et au vu de ce que vient de dire Guy de Lafortelle? Il y a un élément très intéressant qu'on a appris cette semaine lors du discours de Trump à Davos. Il a quand même attaqué Bank of America parce qu'il a déclaré que cette banque fermait les comptes des patriotes, fermait les comptes de la mouvance Trump et sans raison. Donc c'est un élément qui est quand même important, qui n'est pas anodin. Pourquoi d'ailleurs avoir récupéré Breton dans ce système de la Bank of America? Ce n'est pas neutre politiquement, ce qui veut dire que cette petite résistance qui est en train de se mettre en place contre l'administration Trump-Musk est actuelle. Et donc ça veut dire qu'il y aura effectivement des impacts au niveau politique. Hein, l'analyse économique, je ne rajoute rien, c'est pas mon domaine, mais plutôt au niveau politique. Cette annonce n'est pas neutre. Il va falloir qu'on l'en suive le dossier parce que voilà, c'est une nouvelle administration avec beaucoup de déclarations depuis son arrivée au gouvernement. Et donc, il va falloir que nous, en Europe, on suive ce dossier parce que cela aura des impacts. Et le fait d'avoir intégré Breton dans ce comité consultatif est aussi peut-être un signal pour Trump de dire, voilà, nous sommes en résistance, nous avons pris Breton qui n'est pas neutre dans cette histoire, donc voilà notre position. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux dire sur cette comment dire, investiture de Breton dans cette Bank of America. Et puis après, comme je l'ai dit, après nous, au sein du Parlement européen, bien sûr, que les ingérences, on les voit. On a bien vu que les États-Unis, il y a eu beaucoup d'ingérences, mais on n'a pas attendu Trump. Hein. Je veux dire, déjà sous Biden, il y avait déjà des ingérences, avec notamment, peut-être vous en avez déjà parlé, le problème des ONG, et beaucoup d'ONG américaines font du lobbying ici pour défendre leurs intérêts. Donc rien de nouveau sous le soleil. Effectivement, avec une administration qui est plus patriote, donc avec des mesures beaucoup plus protectionnistes pour les États-Unis, et c'est à nous, effectivement, de nous réinventer, de nous réarmer, et surtout de couper toutes ces influences qui, effectivement, moi je l'ai vu quand j'étais dans la délégation USA-UE, où en fait on voyait très bien que la feuille de route venait de Washington, et c'était à nous d'appliquer à la lettre leur feuille de route. Donc peut-être qu'il y aura des changements. Attendez, pardon, est-ce que vous pouvez expliciter? Vous dites, vous voyez très bien que les informations, que les ordres, en gros, venaient directement des États-Unis? Alors, moi, j'ai vu, par exemple, sur le dossier des microchips, où il y a une grosse dépendance avec la Chine, eh bien, effectivement, lors d'une réunion en délégation Union européenne-USA, on demandait aux parlementaires de faire un accord direct avec Taïwan. Voilà. Et c'était Washington, c'était on les appelle des ambassadeurs, qui nous donnaient cette ligne à suivre, et plusieurs fois dans le... Mais vous le receviez, cet ordre, entre guillemets, sous quelle forme? C'était un discours, hein. C'est-à-dire que les réunions, c'était un meeting avec, par visioconférence, une analyse politique, et on nous disait il faudrait que vous fassiez ça pour les mois à venir. Et puis après, à chaque réunion, on revenait sur le sujet et voir comment on avait fait avancer les choses. Oui, je l'ai. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc effectivement, des influences étrangères, notamment venant des États-Unis, ce n'est pas nouveau. Hein. Je crois que d'autres politiques l'ont vu. De Villiers l'a assez dit. Et même, je veux dire, dans la construction de l'Union européenne, on a bien vu effectivement qu'il y avait deux écoles. Et on l'a vu ici, moi, le premier exemple, hein, c'est les contrats Pfizer. C'est quand même eux qui ont récupéré la mise,
laboratoire qui pouvaient être candidats, ils n'ont pas été retenus. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un fort lobbying avec, et aussi, il ne faut pas perdre un lobbying d'ONG ou d'influence, en tout cas venant des États-Unis, mais qui était partagé plus par les démocrates que par les républicains. Donc aujourd'hui, la donne est un peu différente au niveau politique, d'où finalement cette investiture de Breton dans le board de la Bank of America, et on verra que ces influences vont continuer. À nous, effectivement, de se réarmer et de ne pas être naïfs. Vous l'avez rappelé en début par notre personnalité, que le discours de Davos était très intéressant, notamment par Madame von der Leyen, qui a d'un coup rappelé le rapport Draghi, qui effectivement est finalement leur bilan, le manque de compétitivité, le fait qu'en innovation, on soit les derniers de la classe. Ce n'était pas une nouveauté, nous l'avons assez dénoncé. Moi, je l'ai vu dans le précédent mandat, tous les amendements où on demandait un tout petit peu de protectionnisme, un tout petit peu de relocalisation, un tout petit peu où on voulait privilégier les emplois locaux, aucun des partis politiques ne nous a soutenus. Aucun. Donc là, maintenant, on revient. Alors, il y a cet état des lieux qui est nouveau avec l'arrivée de Trump, même si il y avait déjà des mesures de protectionnisme qui étaient déjà mises en place par Biden. Je rappelle l'Inflation Reduction Act, qui a permis à certaines entreprises européennes d'aller s'installer là-bas pour des raisons fiscales. Là, il n'y avait pas eu de grandes tempêtes dans les commissions pour dire qu'il fallait arrêter cette saignée. Donc effectivement, une opportunité pour nous Français de nous réarmer au niveau de l'industrie de la compétitivité et surtout de mettre le paquet sur l'innovation et la recherche. Oui. On est les nains parmi la Chine et l'Inde, parce que j'y étais il y a récemment. Je veux dire, les prochains, ça sera l'Inde, qui sont en plein développement, qui sont en pleine richesse aussi en termes d'expertise. Je l'ai vu dans la tech. Donc oui, il y a des défis et j'espère qu'il y aura une prise de conscience des autres parlementaires. Oui, mais voilà, là où je voulais en venir justement, Virginie Geron, sur le sujet, c'est qu'on l'a compris, ce lobbying américain très important. Vous avez rappelé l'exemple de cet ambassadeur et de la pression directe qui a été mise sur vous. Mais le problème, c'est que, on va dire, le mal, le ver est dans le fruit. Dans le fruit européen et notamment dans la Commission européenne. Je rappelle ici pour l'affaire Thierry Breton qui rejoint Bank of America, il paraît que c'est bon parce que c'est l'ingérence dans l'autre sens, comme je le disais tout à l'heure. C'est Thierry Breton, le français, qui va gérer dans les affaires américaines. Bon. Ne soyons pas naïfs. Dans l'affaire Thierry Breton, c'est bien la Commission européenne qui l'a autorisé, avec son avis d'éthique, là, de comité d'éthique, de faire ce pantouflage. Bon. Et dans l'affaire Ursula von der Leyen, que vous avez rappelé, donc je rappelle, présidente de la Commission, c'est elle qui a signé directement par SMS, et jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes sont abandonnées ou mises de côté, qui a négocié directement ce contrat énorme et hyper juteux avec Pfizer, entreprise américaine. Donc on voit bien qu'en fait, c'est la Commission qui est totalement et directement trempée dans les intérêts américains par sa présidente, mais pas que. Et là, en fait, j'ai envie de vous dire comment on fait aujourd'hui pour lutter contre son propre camp, finalement. Il va falloir faire un gros nettoyage. Effectivement, mais déjà, politiquement, le gros nettoyage, il est en train de se faire avec des résultats électoraux. Je vous rappelle que cette année est une grosse année électorale. Oui, mais le Parlement, ça ne change rien pour la Commission, vous le savez bien, malheureusement. Oui, mais il y a des forces politiques qui se mettent en place et puis on est là pour leur rappeler qu'il y a une opposition. Nous sommes la troisième force politique et nous le rappelons à chaque débat, nous le rappelons, c'est notre travail, effectivement, ça ne porte pas encore vraiment ses fruits. Mais pourquoi il y a tout ce dossier des ingérences et ce problème d'influence étrangère qui sort aujourd'hui? On l'a bien vu. Vous avez remis la vidéo de Thierry Breton au début d'émission. Vous avez enlevé la dernière phrase qui est pour moi capitale. On se sert d'un texte du DSA pour supprimer des élections. Parce que leur peur, vraiment, et je le vois, et ce dossier est très intéressant, la trouille qu'ils ont, c'est la démocratie. Ils ont une trouille de la démocratie, ils ont une trouille du bulletin de vote. Et on l'a vu au fur et à mesure de ces élections, on l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Moldavie, la Roumanie, ils n'ont pas du tout, ils ont pété le câble, je vous le dis. Moi j'étais en audition TikTok pendant 2 heures, il n'y avait pas le début d'une moindre preuve. Et ils ont quand même autorisé l'annulation d'une élection sous couvert
d'influence étrangère via TikTok. Ouais, ouais. Non, mais franchement, quand on regarde le dossier, on se dit, mais au secours. Mais parce que c'est ça leur peur. Ouais. C'est la démocratie. Et donc, c'est pas neutre de sortir aujourd'hui le problème des influences étrangères. On vous fait croire que c'est Musk de son bateau là-bas ou de sa soucoupe volante, j'ai envie de dire. C'est lui qui va changer les élections parce qu'aujourd'hui, il est patron de Twitter. On se sert de ça parce qu'ils ont la trouille de perdre les élections. Dans quelques semaines, il y a les élections en Allemagne. C'est des élections qui sont aussi capitales que celles qu'il y a eu aux États-Unis. Oui. Parce qu'on le sait bien, c'est quand même les Allemands qui détiennent la Commission, c'est les Allemands qui font la pluie et le beau temps ici dans les institutions européennes. Donc les résultats de ces élections sont capitales, parce qu'on aura effectivement une vision, on aura peut-être des tensions, on aura peut-être des changements. Et c'est à nous, effectivement, politiques, de faire notre travail, nous d'opposition, nous aussi de réclamer des enquêtes, des commissions d'enquête, notamment, j'espère, après ça, une fois qu'on aura vu si c'est Kennedy qui reprend le dossier de la santé, si nous aussi, en parallèle, on arrivera aussi à faire une commission d'enquête sur le Covid, sur Wuhan, parce que c'est quand même des dossiers qui ont eu un impact sur la vie des gens, qui ont encore un impact aujourd'hui, parce que la commission continue à passer des contrats cadres pour acheter des doses de vaccins ARN messager. Donc oui, on est en train de vivre une période très intéressante parce qu'effectivement, il y a cette peur, cette trouille de perdre le pouvoir, d'où finalement toutes ces gens qui vont sur les plateaux pour qui racontent tout et n'importe quoi sur Elon Musk. Ouais. Vous allez finir par cette émission par Soros. Et Là, effectivement, on apprend que Madame Laluc, on apprend que Madame Loiseau sont dans un board de Soros, mais ça pose pas de problème. Donc c'est plutôt elles, il faut leur poser la question. On va le faire. C'est ça qu'il faut voir. C'est quoi leur influence? Parce que Sylvie Goulard, c'est pas neutre aussi. Pourquoi elle n'a pas été mise? Parce qu'on l'a dénoncée. On a vu qu'elle travaillait pour un think tank direct des États-Unis. Et j'étais dans cette audition. Et effectivement, on l'a fait tomber. Donc c'est vrai que ça n'a pas fait changer la face de la commission, mais ce sont des petites actions qui commencent et qui continuent finalement à faire tomber, à ébranler cette commission. Et je vous le dis, les élections restent encore aujourd'hui la meilleure des attaques contre cette posture de la Commission et contre ce pouvoir. Parce que, je vous rappelle aussi, il y a 2 ans, Madame Ursula von der Leyen avait commencé son discours en disant « Dans les 2 ans à venir, la première des priorités pour nous, c'est de lutter contre la désinformation ». C'était donc lutter contre la démocratie. Oui, exactement. Vous avez bien résumé. Merci beaucoup, Virginie Geron. Le mot de la fin pour Guy de Lafortelle. Ouais, moi, j'attends le moment de la grande réconciliation entre Thierry Breton et Elon Musk et Trump, parce que Thierry Breton, le grand américain. Et effectivement, il y a un truc très intéressant. Moi, je me demande, j'aurais bien aimé poser la question à Madame Geron, s'il peut y avoir un découplage entre la politique nationale allemande et la Commission et la politique européenne. Parce qu'effectivement, il va y avoir des élections, et si effectivement le vent tourne en Allemagne, est-ce qu'il tournera aussi à la Commission? Est-ce qu'il va y avoir des résistances? Et plus profondément, donc on a l'Allemagne qui tient un peu la Commission, on a les États-Unis aussi. C'est-à-dire que Mme Geron nous en a donné la preuve à l'instant. C'est comment est-ce que va se jouer l'influence entre l'Allemagne et les États-Unis avec la Commission au milieu? Ce qui se joue là, en tout cas, c'est une perte de souveraineté. Ce qui est certain, c'est quand Thierry Breton aime rappeler que l'Europe est une grande démocratie et même une grande puissance. Une démocratie européenne, j'aime bien. Ouais, démocratie européenne et l'Europe puissance, c'est totalement faux. Madame Geron l'a rappelé. C'est-à-dire on a été une puissance, mais elle tombe et on a toujours été une puissance de nation. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, l'Union européenne ne fait pas l'Europe puissance, elle est au contraire en train de castrer les nations. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des candidats qui sont que des candidats de l'extérieur. Ces histoires d'ingérence, il faut jamais oublier que De Gaulle l'avait prédit dans les années 60 en disant on ne peut pas faire l'Europe parce que si on fait l'Europe ne fait pas de politique. Pardon, Madame Geron, je cite de tête, je ne dis pas que vous ne faites pas de politique, mais de Gaulle disait on ne peut pas faire de politique au niveau européen parce que les Français, les Allemands, les Italiens ne peuvent pas s'entendre structurellement. Et donc, si on n'arrive pas à faire tellement de politique en Europe, on laisse la porte à ceux qui savent faire de la politique pour en faire chez nous, et y penser aux États-Unis, bien évidemment. Mais de la même manière que si on s'ouvrait trop à la Chine aujourd'hui ou à l'URSS à l'époque, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix en Europe que de faire une Europe des nations.
Et c'est drôle qu'en fait, 50 ans plus tard, enfin drôle, en tout cas, il faut 50 ans plus tard, on est toujours sur les mêmes questions. Et que la seule chose qui a changé, à mon avis, sur l'ingérence américaine, qui a toujours été là, je pense que c'est ne se rendent pas compte Oui, que mais pendant avant, on avait quelqu'un qui luttait contre. C'est ça la différence. deux choses. Non seulement avant, on avait quelqu'un qui luttait contre, mais pendant très longtemps, l'ingérence américaine était une ingérence qui apportait de la richesse en Europe. C'est-à-dire qu'on est tous vachement fiers de nos centrales nucléaires. Les centrales nucléaires se font sur technologie américaine. Framatome, hein, la franco-américaine de l'atome. Donc on a eu quelque chose, on a eu des liens qui étaient, sauf qu'on a changé en 2008, et un peu avant, mais c'est à partir de 2008 que ça se fait, où les Américains ont arrêté de contribuer, et à l'inverse, maintenant, ils sont en train de secouer le cocotier et de ramasser les fruits. Et donc ça a changé radicalement. Ouais. Et mais Thierry Breton, lui, était là avant, et lui a pas changé de posture. Et il va falloir changer de posture. Je pense que cette génération-là est foutue, qu'elle n'arrivera jamais à reprendre ce que moi j'appelle l'amour vache avec les Américains. Parce que les Américains, Thierry Breton a rappelé que les Américains ont toujours été des alliés. C'était pas faux. Mais les Américains, il faut s'opposer à eux. C'est vraiment, pour moi, la France et les États-Unis, l'Europe et les États-Unis, ça peut pas être autre chose que l'amour vache. Et nous, aujourd'hui, on est plutôt en mode soumis. Et ça, Amour c'est naïf. pas- Mais c'est pas bien d'être soumis en amour. Merci, Guy de Lafortelle. Chroniqueur, financier, fondateur de la lettre d'information L'Investisseur sans caution, évidemment, cofondateur de Toxin. Virginie Geron, eurodéputée du groupe Patriote Europe au Parlement européen, membre de la commission marché intérieur, de la commission du contrôle budgétaire ou encore de la délégation pour les relations avec le Japon au Parlement européen. Merci à tous les deux.